NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi. Aujourd'hui, pour renverser la monarchie de Bokassa, élaborer le difficile programme d'union nationale qui va permettre le retour de la liberté. Coup de théâtre à Bangui ce soir du 20 septembre 1979. Un homme, un conseiller de Bokassa Ier, a profité de l'absence de celui qui a fait de son pays l'unique empire du continent noir pour se réinstaller à la tête de la Centrafrique. Bokassa est en ce moment en visite officielle à Tripoli en Libye. Notre pays s'effondre. Le régime détesté qu'il exploite depuis tant d'années s'est décomposé. Depuis 14 ans, le pays a été exploité par celui qui s'en est fait proclamer empereur et qui, de plus, a rabaissé notre patrie aux yeux du monde par ses excès, son ridicule, sa folie de grandeur qu'il a entièrement ruiné. J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi. Aujourd'hui, pour renverser la monarchie de Bokassa, élaborer le difficile programme d'union nationale qui va permettre le retour de la liberté. Mais qui est donc ce personnage qui ose ainsi défier celui qui depuis 14 ans est devenu l'une des figures les plus redoutées du continent? Qui est celui qui ose ainsi braver la suprématie de Bokassa Ier? David Dacko voit le jour le 24 mars 1930 à Bushia, petit village situé dans la région de la Lobaye, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bangui, dans ce qui était encore l'Ubangui-Chari, territoire d'Afrique équatoriale française. Il va y passer son enfance auprès de ses parents agriculteurs qui insufflent au jeune garçon l'amour de la terre. Et c'est à l'âge de 9 ans qu'il rentre à l'école. Après des études à Mbaïki, il est admis à l'école primaire supérieure de Monyutsi, au Congo. David Dacko. Le programme scolaire était très limité. Aussitôt après la guerre, les jeunes Africains étaient admis dans les établissements secondaires, alors que jusque-là, ces établissements étaient réservés aux Européens, uniquement aux Français. Ainsi donc, aussitôt après la guerre, j'ai été admis, après l'école primaire de Mbaïki, comme tous les jeunes Oubanguiens de l'époque, à l'école supérieure de Bambari. Peut-on considérer que cette école de Bambari est l'émule de ce que nous appelons en Afrique de l'Ouest l'école William Ponty? C'est exactement le même programme qui était appliqué dans cet établissement. Et on avait la même formation et le même niveau à la 3e année. Et c'est cette école qui plus tard deviendra le collège de Bambari. Plus tard donc, à la fin de la 3e année, j'étais admis, comme les meilleurs élèves de l'époque, à l'école des cadres supérieurs de Brazzaville. C'est de là que j'ai opté pour l'enseignement en suivant l'école normale de Muyonzi, République populaire du Congo. Après l'école normale à Brazzaville, il retourne en 1951 dans son pays. Il est nommé instituteur à Bangui avant de prendre la direction de l'école de Kwanga. Il trouve à ce moment son pays en pleine effervescence du fait de l'action politique intense que mène son oncle l'abbé Barthélemy Boganda. C'est ce tribun qui va l'encourager à se lancer à son tour dans la bataille politique.
David Dacko explique les raisons qui vont le convaincre finalement à suivre ses conseils. À partir du moment où nous étions admis à l'enseignement secondaire, nous étions surpris par ce que l'histoire nous apprenait dans les établissements secondaires et ce que les administrateurs coloniaux appliquaient sur le terrain. Le manque de respect pour l'homme noir, le manque de liberté. Certaines situations parfois paraissaient révoltantes, comme la culture obligatoire et à coups de chicotte du coton. C'est ça le système de l'indigénat. C'est bien cela. Et c'est ce système qui m'a fait prendre conscience, comme beaucoup d'autres jeunes à l'époque, qu'il fallait trouver une solution pour militer dans un mouvement politique et obtenir un peu plus de liberté pour les indigènes africains. Le hasard a voulu que quand j'ai commencé à militer, j'ai été désigné par le ministre de la France d'Outre-mer comme membre d'une équipe d'éducation de base. C'est une expérience qui devait se dérouler dans la région de Dekwa, en République centrafricaine. Participaient à cette expérience des jeunes Français, médecins, professeurs, pédagogues, sociologues, etc. Et le spectacle dans les villages que nous avons parcourus, c'était le fait d'arrêter tout le monde dans le village à partir de 12-13 ans, de leur attacher la corde au cou, de les maintenir ainsi liés les uns aux autres, d'attacher aussi les mains gauches des uns à celles des autres et de les conduire ensemble sur la plantation de coton qu'ils devraient défricher toute la journée, sans manger, sans boire, jusqu'au soir, sous des coups de chicotte des gardes. Et beaucoup sont morts de cela, et ce spectacle m'a marqué. D'abord militant syndical, il va ensuite adhérer au mouvement politique animé par Barthélemy Boganda, le MESAN, le mouvement pour l'évolution sociale d'Afrique noire, fondé en 1949. En 1956, la loi cadre est votée en France. Elle offre une relative autonomie au territoire. Alors, à la faveur du vote instauré par la nouvelle réforme, David Dacko est élu à l'Assemblée territoriale. Il n'a que 17 ans. Député et membre influent du MESAN, il se voit confier d'importantes fonctions dans le gouvernement de Barthélemy Boganda. Il sera tour à tour ministre de l'Agriculture, ministre de la Fonction publique et ministre de l'Intérieur. David Dacko. C'est le 1er décembre 1958 que Boganda a proclamé la République centrafricaine. Il sera également de nombreux déplacements qu'effectue son président en vue de la construction d'une fédération d'Afrique équatoriale française. Le resserrement des liens entre les 4 États de l'ex-AIF se concrétisera dans un avenir très proche. Les formes juridiques restent à déterminer. Mais toutefois, la République centrafricaine se réjouit de constater que le rêve de son fondateur, le regretté président Boganda, se réalise. Notre constitution nous le permet. Son préambule prévoit que la République centrafricaine se propose de tout mettre en œuvre pour aboutir à l'unité africaine. Un peu plus d'1 an plus tard, le 29 mars 1959, alors qu'il effectue une campagne électorale à l'intérieur du pays, l'abbé Barthélemy Boganda trouve la mort dans un accident d'avion. Je devrais dire un mystérieux crash qui ressemble étrangement à un attentat. Mais l'enquête conclut rapidement à un simple accident, ce qui ne convainc pas vraiment les Centrafricains qui y voient la main des Français. David Dacko. Je suis convaincu, quand j'ai visité l'épave aussitôt après l'accident, que l'avion a fait l'objet d'une explosion au vol. C'est un avion qui a dû être, comme on le dit couramment, plastiqué, puisqu'il a explosé et sur 5 km, on a trouvé sur un rayon de 5 km des débris implantés dans les troncs d'arbres du fait de cette explosion. Par conséquent, c'était un avion qui a été en quelque sorte saboté. J'ai échappé heureusement parce que ce jour-là j'étais dans l'avion au départ. Et comme ce soir-là même le président Boganda devait déposer la liste électorale aux élections à l'Assemblée législative, au dernier moment dans l'avion il m'a donné le dossier pour que je reste à Bangui déposer la liste électorale. Parce qu'il ne savait pas s'il allait revenir, c'est le terme qu'il a employé. Et ainsi il est parti. Et il n'est pas revenu, mais j'ai tenu ce soir-là, malgré que l'avion ne soit pas rentré, à déposer la liste au cabinet du gouverneur pour les élections législatives. Bon, la version de l'attentat est donc aujourd'hui la version que tout le monde retient. Oui. Est-ce que vous avez des soupçons sur des groupes ou des individus qui ont pu, n'est-ce pas, saboter cet avion? C'est délicat. À l'époque, j'étais jeune, on n'avait pas d'expérience. Et tous les services de sécurité, de police, de la gendarmerie relevaient uniquement du gouverneur de France, mais pas du gouvernement autonome local. Donc, nous sommes tenus seulement à la rumeur
international. Quoi qu'il en soit, le Messane est orphelin. Son chef mort. Commence alors une lutte entre le président intérimaire Abel Ngumba et son ministre de l'Intérieur David Dacko. Dans cette bataille, David Dacko dispose d'un appui non négligeable. Jugé modéré par la puissante chambre de commerce de Bangui, il réussit à obtenir l'aval du milieu d'affaires colonial. C'est avec une majorité de 99% des voix qu'il est porté à la présidence de la République en avril 1959. Il n'a que 29 ans. Je n'étais pas à la mort de Boganda candidat aux élections, parce qu'à l'époque, c'est l'Assemblée législative qui élisait le président et les membres du gouvernement. C'est le terme de la Constitution à l'époque. Moi, je n'étais pas candidat, mais au moment du vote, la plupart des députés étant des militants du Messane, et sachant que j'ai été l'un des lieutenants du Messane, ont préféré voter pour moi que de voter pour un autre candidat qu'ils ne connaissaient pas. Effectivement, Ngumba, sa sortie de Dakar, l'école de médecine de Dakar, n'a jamais servi dans le pays. Il était en congé, il s'est trouvé en congé quand nous l'avons pris dans le gouvernement de la loi 4. Le 23 août 1960, comme la plupart des colonies françaises d'Afrique, la République centrafricaine accède à son tour à l'indépendance cette année-là. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat de la République française reconnaîtront également cette indépendance et cette souveraineté. La France a ainsi, une fois de plus, prouvé aux yeux du monde que sa mission était la protection de la liberté. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Et surtout, nous avons accepté conserver chez nous la langue française. Et pour avoir appris cette langue française, nous avons petit à petit adopté la civilisation française. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines, puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France. Nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Je termine en souhaitant à vous-même, à votre gouvernement et surtout à celui auquel les Africains doivent leur liberté, leur indépendance, le président de la communauté, le président de la République française, le général de Gaulle, auquel vous tâcherez de confirmer les sentiments qui unissent la population de la République centrafricaine à ce grand homme. C'est celui qui chante les louanges de la France éternelle, à qui son pays doit tout, qui devient le président de la jeune République. Il faut dire qu'il n'a que 29 ans. L'action politique de David Dacko est dans un premier temps dirigée vers deux axes: la consolidation de son pouvoir et l'imposition de son leadership. Il a un concurrent sérieux sur qui il doit prendre un ascendant définitif: Abel Ngumba.
Les mesures qui interviennent au lendemain de l'indépendance concourent à assurer cette consolidation. Abel Ngoumba est écarté du gouvernement. Il crée alors son parti, le Mouvement pour l'évolution démocratique de l'Afrique centrale, le MEDAC. La création de ce parti va provoquer une réaction immédiate et radicale de David Dacko. Il dissout le MEDAC par un décret du 23 décembre 1960 et interdit toute manifestation ou expression politique en dehors du parti officiel, le MESAN, qui devient le parti unique. Pour mener sa politique de consolidation de son pouvoir, David Dacko va faire appel à un officier centrafricain de renom, mais peu connu des milieux politiques, un certain Jean Bédel Bokassa. Il en fait son chef d'état-major. En fait, cet officier est son cousin. Dans la première partie de ce règne, un rôle important est dévolu à la bourgeoisie étrangère. Pendant longtemps, David Dacko va porter l'étiquette du candidat de la Chambre de commerce de Bangui, au lieu des intérêts commerciaux français. La bourgeoisie étrangère, considérée comme dynamique, devait entraîner l'élite nationale placée au deuxième étage, la masse occupant le dernier niveau. Cette politique permet également au président Dacko d'entretenir d'excellentes relations avec le général de Gaulle, qui lui manifeste également une grande considération. Dacko effectue d'ailleurs son premier voyage en France en 1960. Ma visite a, avant tout, pour but de vous exprimer la reconnaissance des Centrafricains, à vous, Monsieur le Président, qui nous avez rendu notre dignité. Français et Centrafricains ne se connaissent aucun litige. Nul problème ne les préoccupe. L'amitié qui les unit n'a pas à être fortifiée, elle est déjà sans égale. Je viens aussi simplement témoigner chez vous de vos bienfaits chez nous. Ce sera ma manière de vous dire merci et de vous assurer que le peuple centrafricain continue de penser qu'il n'est de vraie lumière que la France. Vive la France. Monsieur le Président, en France, vous êtes le très bienvenu. En votre personne, la République française reçoit en effet la République centrafricaine, qui est son amie, et puis nous avons l'honneur de vous connaître. Ce qui veut dire que vous trouvez ici la plus haute considération et la plus large confiance. Enfin, Monsieur le Président, dans le monde et le temps où nous sommes, nous pensons que c'est le moment pour nos deux pays de préciser les conditions de leur coopération et de leur solidarité. C'est vous dire que votre visite ne nous est pas seulement très agréable, elle nous paraît aussi très opportune. C'est pourquoi, au nom de la France et en toute amitié, je vous salue, Monsieur le Président. Vive la République centrafricaine. La lune de miel va être de très courte durée. Avec la détérioration croissante de la situation économique qui survient malgré la philosophie basée sur le soutien de la bourgeoisie étrangère, David Dacko opère un revirement spectaculaire dans sa politique. Les monopoles accordés aux sociétés françaises sont abolis. Un comité de salut économique est mis en place pour redresser la situation. Le président David Dacko entreprend également la diversification de ses alliances sur le plan diplomatique, en se tournant par exemple vers des pays comme la Chine et Israël. C'est d'ailleurs vers Pékin qu'il se tourne pour la formation et l'encadrement de son armée. Il se rend ensuite en Israël pour chercher de l'aide, pour se mettre à l'école israélienne. Je crois que l'indépendance ne constitue qu'un cadre vide. Il faut immédiatement obtenir notre indépendance économique. Et c'est pour cette raison que, malgré nos rapports avec les pays européens, nous avons constaté que l'économie conçue à la manière occidentale ne répond pas exactement à nos aspirations. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'effort constant que le peuple juif rentré en Israël a fait pour reconstruire l'État d'Israël. Cet effort nous
tenons, nous aussi, à limiter dans ce pays de la République centrafricaine où nous avons beaucoup de possibilités. En République centrafricaine, les œufs, les poulets, les légumes, les fruits pour la consommation locale sont importés. Or, la République centrafricaine compte 617 000 km² sur lesquels il y a au moins 250 000 km² de forêts aux terres riches. Nos fleuves sont assez nombreux, coupés par d'importantes chutes. Donc nous disposons de sources d'énergie. Mais jusqu'à présent, notre économie reposait sur une économie de traite. Ramasser les produits sauvages dans les forêts, dans les savanes, fouiller les fonds des rivières pour y exploiter le diamant, voilà ce que c'était l'économie de la République centrafricaine avant son indépendance. Si nous sommes venus ici en Israël en visite d'amis, c'était également pour nous recueillir dans vos lieux saints, mais surtout venir voir de nos yeux ce que vous avez réalisé pour renforcer l'indépendance de votre pays. David Dacko sera également présent au sommet d'Addis Abeba où naît l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Il n'est pas un simple membre de l'organisation. Il donne régulièrement son avis sur les grands sujets continentaux. Il mène une diplomatie particulièrement active. Ici Jean-Claude Mangeot qui vous parle de Fort-Lamy. Samedi, M. David Dacko, président de la République centrafricaine, a fait une escale de 2 heures à Fort-Lamy. Venant de Paris, où il a pris des contacts au titre de la coopération, le chef d'État centrafricain a rencontré M. François Tombalbaye, président de la République du Tchad, avec lequel il a conversé en privé pendant plus d'une demi-heure. Avant de regagner Bangui, M. David Dacko a bien voulu répondre à quelques questions au sujet de la conférence d'Addis Abeba. Il a notamment souligné la position de la délégation centrafricaine à l'égard du différend algéro-marocain et de l'immixtion étrangère dans ce conflit. Je pense qu'à partir du moment où le dialogue est accepté par les parties en présence, il faut toujours espérer aboutir à une solution. Et la délégation centrafricaine avait pour mission de défendre toute thèse tendant à rallier les deux parties de façon à ce que l'Afrique ne cède pas à une nouvelle menace entretenue de l'extérieur. Si avec la France, les relations ne sont plus aussi chaleureuses qu'à son arrivée à la tête de la Centrafrique, David Dacko, qui est parvenu à asseoir son pouvoir, va parvenir à se faire réélire en 1964 pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Ici Claude Porcella qui vous parle de Bangui. Investiture solennelle ce matin à l'Assemblée nationale de M. David Dacko, réélu pour 7 ans au suffrage universel et à une écrasante majorité président de la République centrafricaine. Dans l'hémicycle comble où sont réunis les membres du gouvernement, les députés, tous les hauts dignitaires, le corps diplomatique et un grand nombre de personnalités civiles et militaires, le président du Conseil constitutionnel, M. Guy Mali, donne les résultats des élections du 5 janvier et prie ensuite le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Tambou, et le ministre d'État, M. Douzima, de se rendre auprès de M. David Dacko pour l'inviter à venir à l'Assemblée afin d'être proclamé solennellement et publiquement chef de l'État centrafricain. Une dizaine de minutes plus tard, M. Dacko, en jaquette, pénètre dans l'hémicycle précédé de 2 officiers en grande tenue. Le président du Conseil constitutionnel lui rend compte que le peuple centrafricain l'a choisi pour chef suprême. Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel vous a proclamé président de la République centrafricaine. M. Guy Mali demande alors au grand chancelier de remettre au président de la République la distinction du mérite centrafricain qui est l'insigne de sa fonction. Ensuite, le président Dacko monte à la tribune et adresse à la nation son message, dont voici 2 extraits. Après avoir rendu hommage à l'œuvre des anciens qui ont permis au pays d'être ce qu'il est, le président invoque les mérites du parti unique. De nos jours, les grandes familles responsables de l'Afrique sont les partis nationaux, au sein desquels tout peut être dit, débattu, critiqué. Sans le parti national, l'anarchie régnerait. L'histoire nous apprend que dans les nouveaux États, nombreux sont ceux qui se veulent chefs et les révolutions succèdent aux révolutions. Le parti national unique est la digue
qui nous protège des passions, des emportements et aussi des ambitions incontrôlées. Je m'engage donc solennellement à agir en union avec le Parti national unique, le MESAN. Ce nouveau mandat démarre dans un climat particulièrement tendu avec Paris. David Dacko n'est plus depuis longtemps déjà le candidat de la bourgeoisie française. Et il sent qu'il doit certainement faire face à des moments difficiles. C'est vrai que le temps commence à se couvrir pour lui. Nous en parlerons dans la deuxième partie de ce magazine dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Il y sera également question du destin particulier que va connaître celui qui détient encore le record du président élu le plus jeune de l'histoire contemporaine. Titua mama mle kapa kuteka bobolo mle titua mama mle kapa kuteka bobolo. Mekinzuwe mama jaba mukolo mudumu enda mbendye ye mekinzuwe mama NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.